Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Nous sommes dimanche. J'espère que vous êtes en pleine forme. Nous le sommes. Pourquoi? Parce que sur ce plateau thé au café, il va se passer des choses. Il va se passer des rencontres, tout d'abord, avec 3 invités. Je vous présenterai le premier dans un instant, mais auparavant, un petit retour en arrière pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Et vous nous avez manqué le week-end dernier. C'était Christophe Miossec et Robert Charlebois. C'est Christophe Miossec qui est avec nous. Vous êtes quand même un homme extrêmement pudique et vous êtes très précautionneux, en fait, des propos que vous tenez. Oui, c'est important parce que je suis chanteur, j'écris des paroles, donc le soin que j'apporte à mes paroles, ça serait dommage après de les foutre en l'air en 2-3 phrases. Oui. Vous n'avez pas regretté de ne pas avoir de sœur? Oui, la compréhension des femmes prend un temps dingue quand on n'a pas de sœur. Même encore aujourd'hui. Oh là, oui, et puis il faudrait 3-4 vies. Hein. Vous auriez aimé naître femme? Non, franchement pas. Pourquoi? Le combat est vraiment trop grand. Enfin, le combat pour une femme est juste complètement dingue. Hein. Il y a 3 titres dans Mammifère qui évoquent par petites touches les attentats. Cela nous a tous fragilisés, mais vous, ça s'est traduit de quelle façon? Le fait que le Bataclan était touché, c'est quand même aller toucher le public, enfin quelque chose de religieux, mais des gens qui se rassemblent pour de la joie, pour de l'émotion, aller toucher ça, c'est effroyable. Du coup, la réaction, c'était vraiment d'aller jouer partout, de partir en tournée, de faire des concerts partout. Comment il s'attrape, comment il se reprend, le malheur quand il s'échappe. Est-ce que c'est pour longtemps? Comment il s'attrape, comment il se reprend, le malheur quand il s'échappe. Est-ce que c'est pour longtemps? Est-ce que c'est pour longtemps? À qui refuseriez-vous de serrer la main? À personne, en fait. Ah ouais. Parce qu'une personne qu'on déteste... Non, il faut faut que la parole puisse s'exprimer, donc il faut serrer la main pour qu'un dialogue ou pour qu'une réflexion puisse avoir lieu. Vous êtes François Hollande, le temps d'une journée, hein. Quelles mesures vous prendriez? Par rapport à Calais, au camp, 10 000 personnes, c'est juste pas possible. Hein. Bonjour Robert Charlebois, bonjour. chanteur, auteur, compositeur. Bonjour Catherine. Mes premiers émois érotiques, c'est ça, hein, Avec les sœurs? Ah ben oui. J'étais pas un arabe, mais pourtant, dès qu'on voyait les cheveux d'une sœur, quand le vent soulevait la voilette, on avait une érection, quoi, de petits garçons de 11-12 ans. Oui, enfin normal, la nature, quoi. Et donc, je comprends les musulmans, finalement. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Vous êtes un ardent défenseur, c'est sûr, de la langue française. Il faut arrêter aussi de toujours parler de l'accent pour écouter ce que les gens ont à dire. C'est fatigant de toujours dire... Moi, à chaque fois que je rencontre un Français, je dis pas que vous avez un bel accent. Mais son Exactement. l'usage de la langue française est menacé, selon vous, au Québec? C'est-à-dire que... C'est l'anglais aujourd'hui qui prime? Moi, je pense que c'est l'anglais qui prime, malheureusement, en Europe. D'après moi, la France va arrêter de parler français avant nous. Dites-moi, pourquoi vous aimez Michelle Obama? Je la trouve formidablement sympathique et chaleureuse, comme si je la connaissais. Je comprends toujours tout ce qu'elle me dit. Elle est émouvante. Qu'est-ce que vous aimeriez lui demander si vous la rencontriez? Pourquoi elle s'est pas présentée à la place d'Hillary? Alors je suis parti sur Québécois, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan-Américain. Alors, vous allez faire la météo. OK. Vous y allez? Allez. Oh, c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. La France ici, la Méditerranée, la Corse. Comment je fais, non? Oups! Ouais, hop! J'essaie de toucher à la Corse. Ah ben c'est là, je l'ai. Oups! Un travers dont vous aimeriez vous débarrasser? L'alcool. Mais je m'ennuierais de moi-même. Que feriez-vous si vous étiez une femme le temps d'une journée? Je crois que j'irais voir comment ça se passe sexuellement parce que ça m'intrigue beaucoup. Oui. Le haut comme le bas, tout en fait. Voilà. Ah, il est nature, Robert Charlebois. Alors, qui est là sur ce plateau? Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Quelle est votre profession? Je suis artiste. Votre situation familiale? Je suis marié, j'ai 4 enfants. Vous avez une obsession dans la vie? J'ai une obsession, oui, j'essaye de le faire le mieux possible. Et une devise? Une devise, quand faut y aller, faut y aller.
Quand il faut y aller, il faut y aller. Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Marc Lavoine. Ah, Marc Lavoine, vous venez me rejoindre, s'il vous plaît. Il y a deux personnes qui viendront aussi dans cette émission, c'est Arthur H et Cœur de Pirate. Vous viendrez nous présenter un nouvel album, Les Souliers Rouges. Bonjour Marc. Bonjour. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Exactement, c'est ce que j'étais en C'est train vrai. de me dire. Alors on va rattraper vite le temps perdu, on va parler évidemment de votre actualité, c'est celle-ci, inspirée d'un conte d'Andersen. Mais tout d'abord, je voulais vous demander, qu'est-ce qui est essentiel en fait à savoir de vous, si on veut bien vous connaître? La chose essentielle, primordiale. Être gentil, vivre gentiment. Voilà, c'est ce qui me représente le mieux, je crois. Ah oui, vous êtes un être gentil. Oui, je suis gentil. Ouais. Je suis gentil. J'ai toujours peur d'être méchant, d'être déplacé. Et de faire du mal. Et parfois, j'appelle les gens après une soirée pour m'excuser de quelque chose et ils me disent mais non, mais pas du tout. Et je dis quand même, réfléchis bien. Ils me disent mais tu es fou. Mais vous êtes un peu torturé quand même. Hein. C'est pas que je suis torturé, non, non, c'est que je crois que les gens se sont habitués à l'indélicatesse. Et je pense que c'est pas bien. Je crois qu'il faut être ultra délicat avec les gens. Vous êtes né à Longjumeau, hein, le lendemain de la mort de Marilyn Monroe. Oui, mais le même jour que Andy Warhol. Oui. Vous avez failli d'ailleurs vous appeler Brigitte. Oui, c'est vrai. Parce que Ma mère, elle avait une adoration pour Bardot. Surtout qu'elle voulait une fille. Elle croyait vraiment qu'elle aurait une fille. C'était décidé comme ça. Elle avait déjà un garçon. Et elle aimait bien Bardot, bien sûr, parce que Bardot, c'était la Révolution. On sait que vos parents étaient des militants communistes. Vous avez connu des manques, tout d'abord? Parce que c'était quand même une famille assez peu aisée, on Oui, dirait même modeste. J'ai pas connu de manque parce que on n'avait pas besoin de grand-chose. On était bien comme ça. Mes parents étaient simples. Bon, mon père était un petit peu olé olé, mais honnêtement, on partait en camping, on allait dans le Lot. On était très bien dans le Lot. On y était très bien reçus par des agriculteurs qui nous prêtaient leurs champs pour planter notre guitoune. Et on était bien. On avait un petit pavillon HLM que mes parents avaient ils avaient pris un crédit, un gros crédit sur. Vous aviez sur votre eux. chambre, vous la partagez Ouais. avec... Non, on avait chacun sa Ah oui, chambre. quand même. Oui, oui, oui. Au début, non. Parce qu'au début, ils vivaient tous, mon frère, ma mère et mon père, dans un petit appart, toute petite maison, dans le vieux Vissou. Et ensuite, ils ont construit des maisons HLM. Et je pense qu'avec l'aide de mes grands-parents, ils ont pu s'installer. Vous avez Il y avait une forme milité de- aussi, vous, avec eux? Oh, j'ai été emporté par les désirs de mon père. J'ai collé des affiches, j'ai distribué des tracts, j'ai vendu l'Humanité Dimanche, j'ai vendu le Muguet le 1er mai. Vous vous souvenez de votre premier acte militant? Vous savez, mon premier acte militant, c'est d'avoir regardé les tableaux de Picasso. par exemple. Parce que mes actes militants, Guernica. ce que mon père m'a appris, c'était la poésie, c'était la chanson, c'était la peinture, la photographie, et puis les héros littéraires qui défendaient des causes, ou qui mettaient en lumière des mouvements sociaux et surtout des gens, des populations. Vos parents, tous les deux, ils sont décédés. Qu'est-ce qui vous manque d'eux? Tout. Ça se traduit comment? Leur présence, leur voix, leur toucher? Mais j'ai la chance de les avoir remis en scène dans un roman. L'homme qui ment. Ouais, je me suis amusé à faire reparler leurs espérances, pour ma mère, les espoirs de mon père, leurs erreurs, leurs réussites aussi, parce que c'était des gens qui pensaient n'avoir réussi que leurs enfants. Je crois pas qu'on puisse réussir les autres sans se réussir un peu soi-même quand même. Mais donc je les fais reparler, bientôt je vais les filmer à travers les comédiens qui m'ont fait l'honneur d'accepter. Première réalisation Voilà. pour vous? Donc ça me permet de reprendre un contact avec une génération que j'adore. Parce que c'est une génération qui est née donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils l'ont connue, ils en ont vécu, leur mémoire a souffert à cause de ça. Puis ensuite, ils ont pris la guerre d'Algérie. Et puis ensuite, ils ont rêvé à un monde nouveau qui n'est jamais venu. Donc c'est intéressant de faire reparler ces années-là, quoi. Vous avez été témoin parce que vous en parlez des infidélités de votre père, et vous dites que ça vous mettait en porte-à-faux, quoi, parce qu'il fallait prendre parti pour l'un, pour Non, l'autre. ça, j'ai jamais pris parti. Ce qui était difficile, justement, c'était de ne pas trahir mon père et de protéger ma mère. Mais j'ai pas été victime, c'est-à-dire que j'ai été témoin
il s'est gouré de timing, vous savez. Quand on a des cercles bien précis, si deux cercles se chevauchent, alors vous êtes au mauvais moment, au mauvais endroit. Et puis, je ne suis pas sûr qu'il se soit rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir. Je ne pense pas, parce que ce n'est pas quelqu'un de méchant du tout. Et je pense qu'il aimait profondément ma mère aussi. Alors, après, la vie des parents et des amoureux commence bien avant vous, et c'est très difficile de les juger, parce que c'est leur histoire. On n'est pas propriétaire de nos parents. Vous avez le sentiment que l'école, vous êtes un élève de l'école républicaine. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est en danger aujourd'hui? En tout cas, les hommes et les femmes qui travaillent dans l'éducation nationale sont des gens extraordinaires. Je crois qu'il y a un vrai combat. Je pense que c'est comme à l'hôpital. C'est deux institutions extraordinaires qui souffrent parce que la crise est violente. Mais je crois beaucoup à la société civile. Je pense que ce sont deux perles de notre République auxquelles les gens sont très attachés. Mais vos enfants, ils ont été scolarisés dans le privé ou dans le public? Dans les deux. Non, dans le public. Vous êtes à l'origine du cartable connecté. Oui. Dites-moi un mot. Un mot, c'est... Pour des enfants malades, c'est Voilà, ça? c'est des enfants malades à l'hôpital qui quittent leur classe. Et donc un jour, j'étais à l'hôpital Purpan, parce qu'un rugbyman, Vincent Clerc, m'avait gentiment invité à rencontrer des jeunes et à faire une interview dans leur studio. Ouais. J'ai fait cette interview et ensuite on m'a demandé si je pouvais aller dans les chambres visiter les jeunes qui ne pouvaient pas descendre dans le studio et qui peut-être, sans doute, sortiraient jamais de cet hôpital. Et donc je suis allé les voir et je leur ai posé la question, qu'est-ce qui vous manque le plus? Ils m'ont dit, nos amis et notre classe. Et donc je me suis dit qu'on pouvait faire un geste opératoire d'un côté à l'autre de la Terre, qu'on pouvait transmettre des images partout et on ne pouvait pas remettre en lien la classe et un enfant malade. C'était donc une double peine et que c'était une discrimination. Donc j'ai cherché un concept et depuis 2-3 ans, on a cherché avec ma fondation et on a trouvé. Et c'est interactif? C'est-à-dire que l'élève qui est malade a un cartable à la maison, il y a un cartable à l'école avec 2 caméras, une qui est ventousée sur la vitre, le professeur a un micro, et il y a donc 2 caméras, et puis il peut jouer avec le zoom, il peut suivre le tableau, le professeur. Et poser une question? Il peut poser des questions, il peut bien sûr interagir, il peut aussi, quand il est en chimiothérapie ou en moment de fatigue, enregistrer. Il a son professeur au chevet qui peut aussi créer. C'est un outil de plus, si vous voulez. Ce qui est intéressant dans le numérique, c'est de redonner du lien social au numérique. Et qui en bénéficie pour le moment? Alors, pour l'instant, c'est à l'hôpital Roussy. On va installer quelques cartables sur quelques élèves. Et il y a 2 millions d'enfants malades par an. Alors, nous avons été... on a reçu beaucoup de parrainages, beaucoup d'ambassadeurs. Philippe Gueluc est celui qui a dessiné le logo du cartable. Anne Hidalgo est aussi avec nous, évidemment. Et on cherche à affiner le projet pour que ce cartable coûte le prix d'un téléphone. Et comme c'est un social business, ce seront des cartables qui seront gratuits pour les enfants. Voilà, Marc Lavoine, c'est aussi ça. Voilà. On retourne en arrière avec quelques images d'archives. On sait qu'à 15 ans, vous avez volé de vos propres ailes. La suite, elle nous est racontée par Julie Mareuil. La partie de votre corps que vous préférez? Mon nombril. Bah voyons, et quand on sait en plus qu'il a été intronisé dans la confrérie du melon de Lectoure, on se demande si Marc Lavoine n'aurait pas attrapé la grosse tête. Et franchement, il aurait de quoi. Elle a les yeux revolver. Dès ses débuts, ses tubes inondent les ondes. L'ange, un brin coquin, joue les tombeurs. Bonsoir, mesdemoiselles. Les charmeurs. Bonsoir, mesdames. Les séducteurs. Il y a des hommes. Non seulement des femmes qu'il fait craquer avec son déhanché sensuel lorsqu'il ne les fait pas chanter. Cet amour comme un art, j'ai tout oublié. Quand tu m'as... Mais le melon, il aurait pu aussi l'attraper au ciné, car il y est souvent en tête d'affiche. Bravo Nono, tu sais reconnaître les stars. Et l'un des premiers à avoir succombé, c'est Claude Chabrol. Marc est le type qui m'a paru un des êtres les plus civilisés que je connaisse. Une star civilisée donc, et surtout engagée dans ses textes. Mais aussi auprès des autistes depuis 20 ans, des restos, des enfants hospitalisés, refusant ainsi toute forme de discrimination. L'amour des autres jusqu'à l'oubli de soi. L'oubli de soi, faut pas pousser. Tu verras la semaine prochaine. Enfin, Marc le sait bien, une bonne façon de ne pas avoir le melon, c'est de se remettre en question. C'est vrai. Alors l'amoureux des mots prend la plume pour écrire sur son père.
Premier roman, un succès de librairie avant de faire ses débuts au théâtre à plus de 50 ans. Je ne suis pas là pour être rassurant. Lui, par contre, il va falloir le rassurer car il n'en a pas fini avec les premières fois. Aujourd'hui, un conte musical, demain, un premier film, de quoi tenir le melon éloigné et garder la tête froide. Marc, quels sont vos garde-fous pour ne pas disjoncter? Bah, on a tous un panthéon, comme disait Simone Signoret, avec des gens qui sont parfois des gens célèbres, d'autres pas. Mais bah, voilà, faut pas... si on fait mal à quelqu'un, à une personne, quand on déclare quelque chose, c'est pas bien. C'est proche, évidemment, et puis aussi voilà, les principes et les valeurs qu'on nous a appris, il faut essayer de ne pas transgresser trop ça, parce que on le regrette. Si c'était à refaire, là, lorsque vous voyez votre vie en 1 minute 30, est-ce que vous referiez quelque chose différemment? Non, je crois pas, non. J'ai eu beaucoup de chance, parce que je voyais Claude Chabrol. Je regrette une chose avec Claude Chabrol, c'est de ne pas... Et j'y ai pensé souvent, et j'y repense là. J'ai fait le festival de Beaune l'an dernier, et j'ai encore vu son épouse, Aurore, sa fille, et son fils. Et j'ai revu sa fille, on se laisse de temps en temps des textos. Je regrette de ne pas avoir été plus souvent frappé à sa porte, ne serait-ce que pour parler 5 minutes avec lui. Parce que ça m'a manqué, et je le regrette, voilà. Je regrette ça. Ça, je referais différemment. Je serais moins intimidé par les gens que j'admire tant. Il faut rester intimidé, mais il faut avoir cette audace de quand même, parfois, taper à leur porte pour leur dire « j'ai besoin de te voir ». Donc pour se nourrir de l'autre. Pour lui dire, pour lui faire des câlins. C'est-à-dire que savoir que l'autre va bien, qu'il est... Et puis, je veux qu'il sache que je pense à lui. Donc je le fais maintenant avec des gens. Je leur laisse des textos régulièrement, je les appelle. Et quand je peux aller les voir, je vais les voir. Vous êtes présent. Ouais. Parce que c'est important de déclarer ses flammes. C'est important de savoir que les autres sont là, pensent à vous, vous observent. Et vous... Ça fait du bien quand on est appelé par quelqu'un. C'est touchant. Est-ce que ça fait du bien aussi, Marc, de savoir que votre gros succès, bon, même si c'est déjà ancien, Les Yeux Revolver, est chanté, mais dans le monde entier? Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller sur Internet et de voir des anonymes qui interprètent ce morceau. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière, et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus. C'est comme ça, c'est pour l'amour, hein. Tellement si femme quand elle ment. Tellement si belle, je l'aime, tellement si fort. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue, elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Yeah, 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 yeah. Et les Caraïbes sont passés par là. Vous le saviez, ça? Eh ben non, non, parce que mon fils le sait mieux que moi, parce que lui, il me dit, t'as plein de covers. Puis il a créé une chaîne, lui, à un moment donné, oui. YouTube. Ouais. Mais c'est un hommage. Oui, non, mais c'est extraordinaire de faire partie des gens, parce que je suis comme les gens. C'est inexplicable qu'une chanson... Il y a une autre chanson qui partit comme ça, s'appelle Bonjour Vietnam. Il y a eu, elle a été traduite en plusieurs langues, et puis elle fait l'objet de plein de covers aussi. Les gens s'en sont emparés. Mais là, pour le coup, c'est toute la population vietnamienne du monde entier qui et peu importe si elle est massacrée. C'est jamais massacré, c'est interprété. C'est mignon. Tout est joli parce que la maladresse, fait partie des belles choses. Et de chanter, c'est un moment tellement à part, parce qu'on prend toujours un risque quand on chante, mais on se sent très bien. C'est comme s'envoler. Il y a quelque chose d'éternel dans le... J'adorais cette chanson de Trenet, la chanson que les gens chantent dans la rue, et puis quand ils ne savent plus les paroles, ils font la 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 la.
Et c'est pareil, c'est très joli. Parfois, ils inventent même des phrases, parce qu'on se souvient plus très bien de la formule, alors on change un peu la phrase. Les chansons, c'est fait pour ça. Je me sens pas belle. Ça, c'était avec Catherine Oui, Ringer. avec Catherine Ringer. C'était un beau moment, ça? C'est un moment C'est un un peu des marquant? moments les plus forts, parce que, d'abord, parce que c'est une artiste dingue, exceptionnelle, qui a voilà, c'est une tradition, elle vient d'une tradition de la chanson. C'est une femme forte, c'est vraiment une femme exceptionnelle, d'une gentillesse et d'une droiture incroyable. Marc, Fabrice Aboulker se souvient de la première fois où vous avez chanté avec elle. Le jour où Marc Lavoine a eu envie de chanter avec Catherine Ringer, c'était en l'an 1900. Nous étions à la montagne en train d'écrire l'album Fabriqué, qui était son deuxième album. Et nous avons écrit une chanson, Qu'est-ce que t'es belle, avec notre ami Patrice Mitois. Et voilà, l'idée est venue, Catherine Ringer, pour faire le duo avec Marc. Il a appelé Catherine. Allô, bonjour Catherine, c'est Marc Lavoine. Catherine a dit, ah, si c'est Marc Lavoine, moi je suis le pape. Et elle a raccroché. Il a rappelé. Catherine a commencé. Écoute, Catherine, raccroche pas, c'est vraiment Marc Lavoine. Bon, ok, alors vas-y, je vais te poser quelques questions pour voir si c'est vraiment toi. Où est-ce qu'on s'est vu la dernière fois? Quelle est la dernière chanson que tu chantes en ce moment? Bascule avec moi. Bah, s'il te plaît, chante-la-moi. Marc s'est lancé avec sa voix, bascule avec moi. Voilà, donc c'était fait. Ils se sont vus. Elle a écouté. 48 heures après, elle l'a rappelé. Elle lui dit, ok, on y va. On fait cette aventure ensemble. La collaboration des deux était franchement originale. Marc étant considéré comme un chanteur plutôt pour jeunes filles et elle venant de la scène rock, donc le mélange des deux n'était pas pour plaire pour tout le monde. La chanson n'a pas eu le succès commercial qu'on attendait malgré une programmation radio de folie. Sûrement le mélange des deux mondes n'avait pas fonctionné. Aujourd'hui, ça reste sûrement une des chansons les plus importantes de leur catalogue à tous les deux. C'est difficile de mélanger les genres? Non. Même si le public n'est pas réceptif. Nous sommes faits pour ça. C'est ça qui est marrant d'ailleurs, c'est que le public est très réceptif au contraire. La preuve, c'est que cette chanson-là, elle existe et elle existe très fort. Ça fait partie, quand les gens aiment bien mes chansons, elle fait partie des 2 ou 3 chansons en tête de leur hit parade personnelle. Et puis les gens, c'est pas seulement les gens avec lesquels on chante. Bien sûr, moi j'ai aimé chanter avec Swan Massy, avec Princesse Erika, avec Françoise Hardy, que se positionner, se mettre physiquement avec quelqu'un, c'est exprimer une idée, c'est exprimer quelque chose, c'est dire quelque chose, et qui transforme la chanson. Chanter Paris avec Swan Massy, ça transforme la chanson, ça l'emmène dans ma propre histoire, dans celle de mes parents aussi, dans celle de sa maman à elle, de celle de ses parents. C'est important. Quand j'ai voulu chanter C'est ça la France, c'était 2 genres qu'on n'associait pas forcément ce que j'étais avec C'est ça la France. Il faut le faire. Il faut le faire pour devenir crédible. Et ça a une résonance d'ailleurs particulière aujourd'hui, C'est ça la France, après les attentats. C'est une chanson qui restera, je crois, enfin pas cette chanson-là, mais l'idée qu'elle a, la chanson, qui était déjà l'idée de poètes ou de chanteurs qui ont déjà chanté cette idée-là ou qui l'ont construite, cette France-là, c'est une idée, je pense qu'il faut défendre. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la fragmentation dans laquelle nous sommes, dans notre société, et des questions et des doutes qui s'imposent et qui sont parfois, qu'on peut comprendre d'ailleurs parfois, parce que c'est difficile, que la crise est violente. Alors oui, il faut rester quand même solidaire et la France sait le faire. Et cette France solidaire, elle existe. On le voit beaucoup et je trouve que parfois le portrait qu'on fait d'elle, de cette France-là, elle n'est pas extrêmement fidèle à la réalité. Je crois qu'on noircit un peu le tableau des idées qui sont les idées de la France. Le Bataclan a réouvert. Vous chanterez, vous, au Bataclan? Vous en avez l'envie? On a parlé avec des producteurs. Il y a Kali, il y a Marianne Faithfull, il y a El Naïm, Vianney, ils sont nombreux. Il y avait une idée aussi de faire chanter le quartier. C'était pas mal, ça. Qui avait été lancé par un ami producteur, Charles, et je trouvais que c'était une bonne idée aussi. C'est un quartier qui a été meurtri, comme beaucoup d'endroits en France qui ont été meurtris par les vagues de violence qui ont été successives et qui font beaucoup de mal, profondément, parce que je me souviens en tout cas avoir été asphyxié par ces images que je voyais et j'ai été
obligé d'aller sur place. Et j'ai vu à quel point les gens étaient bouleversés. Et qu'après coup, si vous voulez, j'ai quand même réussi à trouver une grâce chez les gens qui se trouvaient là. Une forme de dignité, une forme de calme qui m'a laissé beaucoup d'espoir. Et malgré la tristesse. Il faut parler de Nice aussi. Malgré la tristesse, c'est ce que je disais, toutes les vagues successives, Nice. Moi, j'ai beaucoup d'amis à Nice. Évidemment, il faut quand même exprimer aussi contre cette adversité incompréhensible des sentiments amoureux. L'amour est une forme de révolte, de révolution. L'amour, la culture. Vous pensez que ça peut être une arme aussi contre la radicalisation? L'éducation, évidemment. Il faut savoir que je ne veux pas me lancer dans un débat parce que c'est très compliqué. Et c'est pas mon genre. Je ne m'exprime jamais individuellement dans ces sujets-là. J'aime toujours l'intelligence collective d'un débat pour y trouver la façon apaisée de donner des mots sur les choses, de mettre des mots sur les choses. Et souvent, on nous invite à parler. Et je ne suis pas le meilleur pour ça. Et je constate que peu de gens sont doués pour apaiser justement les débats. Mais oui, l'éducation, évidemment, est une clé. Je crois, c'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur l'éducation et la santé, sur les actions que nous menons avec mon collectif, parce que je crois que c'est une des clés. Alors nous, on a passé un moment avec vous dans un lieu... un haut lieu de la culture. Allez, on ne va pas en dire plus. C'était une belle surprise, j'espère, en tout cas. Enfin, ça a semblé, vous allez voir. Le reportage, Julie Mareuil et Pierre Coussier. Aujourd'hui, vous allez avoir une bonne surprise. J'espère. On va réaliser l'un de vos rêves. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez invisible le temps d'une journée? La nuit, j'irais dans le musée du Louvre, tout seul, pour regarder toutes les toiles, toutes les œuvres. Louvre pour vous tout seul? Tout seul? Ouais. Personne. Ah, super. Moi, je vais beaucoup au Louvre, parce que c'est vraiment une promenade en dehors du temps, en dehors de tout. Attention, pas glisser. Au centre de la beauté du monde. J'ai l'impression d'être chez moi et de faire visiter ma maison. C'est vertigineux. Être seul dans le Louvre, ça représente quoi? C'est hyper émouvant. Je suis en même temps excité, en même temps intimidé, en même temps j'ai mal partout. Et en même temps, je ne vais pas employer ces mots-là, mais il y a quelque chose de divin, de sacré. Tous les endroits où vos yeux se posent, c'est magnifique. Il y a un film où Audrey Hepburn est dans le Louvre avec Fred Astaire. J'ai l'image d'Audrey Hepburn qui descend ce grand escalier avec des voiles. Et ça lui fait des ailes quand elle descend, à l'image de la victoire qu'on voit là-haut. C'est fantastique, ça. C'est magnifique. Ce qui est beau, c'est quand même la position des jambes, le déhanché du corps. Elle n'est pas nue, mais on voit quand même en transparence son corps. Et la Vénus de Milo, on voit un petit peu de ses fesses, vous savez ça? Vous avez déjà vu du dos? Regardez-la. Regardez cette allure. Elle a de l'allure quand même. Il suffirait de tirer un peu dessus pour qu'on la déshabille. Je l'ai photographié beaucoup. Je me suis mis ici, là, il y avait des centaines d'appareils numériques dans toute cette pièce. J'ai fendu la foule et je me suis positionné comme ça. Je suis venu à plusieurs heures pour voir comment elle s'éclaire à différentes heures de la journée. Moi, je la trouve fantastique. Je me reconnais là. Ils ont pris mon corps, ils ont changé la tête. Ils sont quand même gonflés. Vous pourriez poser nu? Non. Pourquoi? Non, mais déjà, à partir de 50 ans, on garde sa chemise, c'est la moindre des choses. Quel rapport vous avez avec votre corps? J'ai pas un rapport très sympa. Et comment vous faites pour rester jeune? Non, je reste pas jeune du tout. Je vieillis, hein. Moi, je laisse blanchir mes cheveux sur les côtés. Bon, bah, c'est vrai que c'est pas tous les matins. Voilà, on se regarde, c'est un acropole, on finit par tomber de partout. Et c'est comme ça. Hein. Je vous accompagne pour découvrir l'installation du faune endormi d'Edmé Bouchardon, qui va ouvrir ses portes dans quelques jours. Ils sont en train de la déballer. C'est dingue. Ça qui est émouvant, c'est de voir le Louvre dans sa vie intérieure. À chaque fois, c'est des témoignages. C'est très émouvant. À chaque fois. Il n'y a jamais de... Si vous voulez, c'est la concrétisation d'un projet
quand les œuvres arrivent, c'est un des plus beaux moments de la vie. Lorsqu'une œuvre arrive dans une salle d'exposition comme celle-là, il faut sentir aussi la salle. Il y a des rapports de proportion entre l'œuvre et la salle. La mise en scène est très importante. L'accrochage des choses et le positionnement. On voit dans chacune des salles où on passe, les mises en scène ont été extrêmement bien faites. C'est très beau. Ça, c'est magnifique de voir ça comme ça, c'est quand même dingue. Hein. Merci beaucoup, parce que vraiment, c'est extraordinaire. Oh, le privilège! Merci. Quel cadeau! Magnifique. J'en rêvais. C'était un mardi, évidemment, donc le musée est fermé, et se retrouver seul face à ces beautés, quelle chance! J'en rêvais. Vous êtes toujours fan, vous, du PSG? Je suis fan du football, mais aussi du football amateur. J'ai appris, par exemple, et dans le sport, d'une façon générale, que mon ami Olivier Chouafny était maintenant à la tête des Bleus, les filles, l'équipe de France, des filles. Donc je suis fan du football parce que j'ai été élevé dans le foot. J'ai été élevé dans un petit club, mais les coachs que nous avions, enfin on appelait ça des professeurs de sport, ils avaient des valeurs vraiment importantes et ça nous permettait de discerner un peu le monde. Marc, on a trouvé des images formidables. De moi qui joue au foot, non. Non. Ça nous a émus. Vous me direz ce que vous en pensez. On va les lancer, ces images. Ça se passe au Japon. Ah oui, j'ai vu ça. Ce sont des petits Espagnols contre des Japonais. Les Japonais ont perdu. Donc, ils sont sur leur terrain, ils jouent à domicile. Et les Espagnols, regardez, c'est magnifique. Ils sont en train de les rassurer, de les réconforter. Et ils pleurent, parce que, bon, ils sont un peu ridiculisés. Et là, il y a une jolie solidarité. Enfin bon, c'est le sport qu'on aime, non? C'est ce qu'on produit de plus beau dans le sport. Aujourd'hui, j'ai appris qu'aux 1500 mètres des Jeux paralympiques, les coureurs avaient fait mieux que les valides. C'est beaucoup de courage, beaucoup de... Et puis c'est toujours pareil, c'est ensemble. Il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. On pourrait parler de tous les sports, les basketteuses de Nice que j'adore et que j'embrasse, qui sont donc dont je suis un peu parrain de l'équipe. Elles ont fait une année extraordinaire, elles sont merveilleuses, elles partent en championnat d'Europe. Voilà, on a Mais de belles vous êtes choses bien à faire. d'accord qu'on aimerait aussi que les joueurs du PSG embrassent ceux de l'OM Oui, on peut regarder ce côté-là des choses. Moi, j'ai toujours préféré être du côté du rêve et du côté de l'espoir. Donc, je crois qu'on peut considérer les choses comme ça. C'est vrai que mes yeux se portent plutôt vers les réussites, justement, émotionnelles, relationnelles. Je sais pas, je suis comme ça. Alors, je ne veux pas me forcer à commenter ce qui pourrait ne pas me plaire ou me déplaire. Mais, bon, c'est peut-être un manque de courage de ma part de ne pas prendre position. Là, vous allez devoir prendre position. Ah. Me dire si les deux personnes qui vont venir sur ce canapé, vous les appréciez professionnellement et humainement. Absolument. Vous allez être obligé de dire oui. Mais je ne suis pas obligé, mais je le dis avec sincérité. Bonjour. Cœur de pirate est avec nous. Bonjour. Bonjour Arthur. Voilà. Plaisir. Bonjour. Également, bonjour. Mignon, il est tellement beau. Oui, je les aime. Dites-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette aventure, là, les souliers rouges? Donc, d'après le comte d'Andersen, ça on le sait. Oui. Et c'est vous qui êtes, évidemment... C'est Fabrice qui m'a apporté ce projet, parce que Jean-Paul Goudet, Victor Bosch, je lui en avais parlé. On travaillé pendant 7 ans sur les chansons. Et puis au bout de 7 ans, on a commencé à produire le disque. Et quand on a produit le disque, on a cherché quels seraient les chanteurs, chanteuses qui pourraient jouer avec nous. Donc j'ai envoyé mes chansons à Béatrice, d'abord. Je cherchais d'abord ma partenaire féminine. Puis elle m'a répondu, gentiment, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'égards. Mais vous la connaissiez bien? Non, pas bien. Vous connaissiez bien son travail? On s'était croisés, on avait chanté ensemble une chanson de Michel Berger pour Haïti. Et je m'étais rendu compte qu'en chantant la chanson de Berger, qui n'était pas une chanson à elle la chantait divinement bien. Voilà. Et puis je savais qu'elle avait beaucoup de caractère aussi. Et que, c'est ça que vous aimez aussi. J'aime bien. C'est difficile d'être une femme, vous savez. Et dans ces métiers-là, c'est difficile aussi. Et dans le monde aujourd'hui, c'est encore. Il y a quelque chose de supplémentaire. Une difficulté plus forte que dans les années 70 ou 80.
Donc moi j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui se battent et qui chantent. Mais Arthur n'étant pas une femme, vous l'avez choisi comment? Je suis une femme comme une Parce que, comme tout le monde. Parce que d'abord j'aime bien Arthur depuis longtemps. J'aime bien sa musique, j'aime bien le personnage qu'il représente, ce qu'il est, parce que ce qu'il représente c'est vraiment ce qu'il est au fond. Et puis je l'ai entendu chanter avec Lou Marco, une chanson d'amour de Marguerite Duras. Et donc je m'étais dit que les deux voix entre Béatrice et Arthur marcheraient bien. Au départ, en fait, je voulais faire le rôle d'Arthur. Ouais. Pas le poète crotté. Je dis poète crotté, c'est pour rendre hommage à Trintignant dans Angélique. Et puis quand j'ai décidé de faire le poète, parce que j'ai demandé à un camarade de faire le poète, il m'a dit je suis trop vieux pour jouer le rôle. Et alors il a 35 ans, il dit bon bah je vais le faire moi. Et donc je trouvais qu'il faisait un bon Faust parce qu'il est séduisant. Puis il a une voix extrêmement belle, quoi, et qui est faustienne, quoi, voilà. Béatrice, qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans ce projet? En fait, de les rencontrer, de travailler avec eux? Oui, principalement. Aussi, cette métaphore qu'il y a dans le conte avec la célébrité et ce qu'on est prêt à donner pour arriver à ce qu'on veut avoir dans la vie. Bon, dans le cas des trois, ils ont sacrifié beaucoup pour arriver à ce qu'ils voulaient. Je trouvais que c'est une belle métaphore avec même ce qu'on vit en tant qu'artiste et même ce que les gens ont comme perception peut-être de notre métier. C'est quelque chose que vous avez connu vous-même? Forcément, d'une certaine façon. Mais après, moi, mon métier est arrivé un peu par accident, donc c'est différent. Mais je ne me verrais pas faire autre chose aujourd'hui. Mais oui, je me suis retrouvée forcément dans le rôle d'Isabelle. On se pose la question parfois de la célébrité. Arthur est parfois un petit peu lourde, c'est un fardeau. Bah, moi, j'ai pas trop ce problème-là, parce que je suis pas non plus très connu. C'est-à-dire que j'aime bien prendre le métro. Enfin, je vis quand même relativement normalement. Je vis pas normalement parce que je suis un peu un fou furieux comme Marc et Béatrice. Enfin, dans le bon sens du terme, dans le sens poétique du terme. Je prends le métro aussi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment quand même où on est fatalement un peu au bord de l'abîme, tout simplement parce que de par la nature du métier, on s'expose beaucoup. On expose aussi notre intimité. Chanter, c'est un truc hyper intime. Donc c'est un grand plaisir qui amène, c'est vrai, parfois vraiment des choses de l'ordre de la jouissance, quoi. Mais chanter, d'ailleurs, la voix, est-ce que c'est pas impudique, en définitive? On donne énormément de soi-même, non? Bah oui, mais on le fait. Ce qui est beau quand on chante, moi, ce que j'aime quand je chante, c'est qu'on s'oublie complètement. On est complètement dans l'action, on est à 100% dans l'action. Donc on se regarde pas, on peut pas se regarder en chantant, ça serait vraiment ridicule. Oui. Du coup, moi j'ai fait beaucoup de concerts, j'ai très peu de souvenirs de concerts parce que j'oublie complètement, je suis juste avec les gens totalement, parfois en osmose complètement. Et du coup, on pense plus du tout à soi et c'est très agréable. C'est un symbole, les souliers rouges? Je les admire beaucoup. C'est quand même c'est important de travailler avec des gens que vous admirez, quoi. La chance que j'ai eue, qu'ils me disent oui, c'est un cadeau immense parce que après, ils ont travaillé, ils ont fait leur travail, mais ils sont devenus des personnages aussi. C'est eux, mais c'est aussi des personnages. C'est vraiment très troublant. Et moi, j'aime beaucoup, je leur dois beaucoup, je les remercie infiniment publiquement parce que c'est important. Le rouge, c'est une couleur symbolique? Oui, évidemment, c'est une couleur qui a une force. Pour moi en particulier, parce que mes parents étaient communistes, mais ma mère était chrétienne, donc le rouge, c'était surtout... les stigmates. Mais ce que je veux dire, c'est que le conte d'Andersen et la vie d'aujourd'hui, cette grande machine à célébrité qui est devenue le monde, où tout le monde est une célébrité sur toutes les facettes de l'Internet, du Facebook, du machin. Et souvent d'une manière très éphémère. Et aussi parfois qui crée des solitudes très profondes. Bowie nous l'a dit, dans Heroes, Warhol nous l'a dit. Je pense que le mythe de Faust aussi. Donc ce qu'a créé Andersen et la vie d'aujourd'hui, il y a une sorte d'intemporalité dans des préoccupations. Et les hommes veulent absolument que la Terre leur appartienne et ils détestent le mystère. Et la femme, c'est un mystère. Donc ils s'évertuent toute la journée et depuis que le monde est monde, à essayer d'enfermer les femmes dans quelque chose, c'est assez incompréhensible. Moi, ça m'intéresse d'aller travailler là-dessus, en tout cas de continuer à mon petit niveau, en m'entourant de grands artistes. Je ne parle pas, bien sûr, d'eux, mais aussi de tous les gens qui ont travaillé, les pianistes, les cordes, etc., pour essayer de trouver quelle est cette histoire, quoi. Quelle est notre histoire. Qu'est-ce que ça suppose comme compromis, ce travail, un travail collectif? Beaucoup de compromis, mais ça nous... En fait, sortir de sa zone de confort, ça nous fait progresser aussi. Je me suis toujours rappelé ça, en fait, dès que je me sentais pas en sécurité dans une situation, j'ai jamais joué le rôle d'interprète, en fait. Donc, et j'imagine, pour Arthur, ça doit être un peu similaire.
on est habitué de chanter nos propres chansons, de prendre le rôle d'acteur dans un conte comme celui-ci, c'est assez c'est demandant. En plus, c'était pas ma façon de chanter non plus. Donc, je me suis sortie vraiment de ma zone de confort, mais ça allait. Et puis, finalement, nos voix qui sont atypiques vont très bien ensemble. Donc, challenge réussi. Vous cherchez une tessiture particulière parce que tous les deux, vous avez une voix grave, plutôt. Bien sûr. Il fallait que ça s'accorde, tout ça. Oui, alors, c'est surtout la lumière avec laquelle la voix s'allume. Elle correspond aussi à la personnalité de la personne qui chante, évidemment. Quand il y a une cohérence dans tout ça, que c'est pas quelque chose qui est... C'est pas du domaine de la posture. Ça vient vraiment de là, quoi. Et ça, c'est magique. Et pour Arthur et Béatrice, c'est des bijoux, hein, leur voix. Mais aussi, je les voyais bien travailler sur le personnage. Parce que, évidemment, ce que vient de dire Béatrice, c'est très vrai. Moi non plus, d'ailleurs, je ne chante pas tout à fait de la même façon dans ce conte. Mais c'était intéressant, justement, d'aller travailler sur une zone d'inconfort. Oui. Il y a un compliment que je prends, que Béatrice m'a fait il n'y a pas longtemps. C'est qu'on lui a dit « Pourquoi vous avez voulu accepter de chanter avec Marc ?» Elle a répondu « Parce que je me sens en sécurité. Et ça me fait vraiment plaisir. Si elle se sent en sécurité avec moi, je suis très heureux de ça. C'est un compliment que je garde. Moi, je voudrais chanter avec toi parce que j'aime me mettre en danger. À l'inverse. Tout à l'heure, vous allez chanter, bien sûr, un extrait de l'album. Je voudrais qu'on regarde le clip et on en parle après. Ça se passe à Paris. C'est une lutte, un combat à mener, là. Il faut danser, là. C'est un rêve d'opéra. C'est un rêve, c'est un monde qui se met à bouger, là. Donner sa vie, là. C'est un rêve d'opéra. Les heures de bar, les années de travail, un corps de ballet, une œuvre à danser, brûler les planches, entendre l'orchestre, les mains sur les hanches, il faut rester modeste. C'est un rêve, c'est une lutte, un combat à mener, là. Il faut danser, là. C'est un rêve, c'est un rêve. Et on était en train de se poser la question de savoir comment on arrivait à vider Paris. En tout cas, ça, il faut se lever très tôt. Le dimanche à 5h du matin. Ouais, je pense, 5h du matin. C'est un signe aussi à votre mère, qui aurait aimé être danseuse. Ben moi, j'avais une petite bouteille à la maison. C'était des bouteilles d'alcool qu'on faisait à l'époque. Et il y avait une petite clé en dessous. Et puis, il y avait une petite bulle de verre avec une danseuse qui dansait sur elle-même. Et je passais mes nuits, mes soirées, quand je dormais pas, à la remonter, à écouter cette petite musique. Et c'était comme si ma mère dansait pour moi, quoi, toute la nuit. Elle qui avait abandonné la danse. Donc c'est vrai que si elle était là, elle serait contente de ça. Béatrice, vous êtes très présente sur Instagram. Oh oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on a vu, mais toute votre vie. Hein. Oui. Heureusement et malheureusement aussi, des fois. Mais oui, mais alors pourquoi le faites-vous? Parce que, en fait, c'est pour montrer qu'on n'est pas des robots. Je pense que ça fait partie des gens de ma génération aussi. Après, je le fais d'une autre façon. Mais, là, on vous voit avec votre fille. Oui. Ouais. C'est mignon. On voit même l'échographie de. Ouais, hein, j'ai montré l'échographie, ouais. Là, les tatouages, parce que ça, c'est quelque chose de très important pour vous. Je crois que vous dites d'ailleurs que seuls les pieds ne sont pas tatoués, hein, c'est ça? Oui, c'est vrai. Mais non, mais c'est important de montrer ça parce qu'en plus, ça te donne le contrôle sur ton image que tu peux pas avoir autrement. Même chose pour quand je suis tombée enceinte et que j'ai voulu faire l'annonce sur les réseaux sociaux. Comme ça, c'est moi qui le faisais. Je n'allais pas passer par un autre truc. Il n'y avait pas quelqu'un qui allait le dire à ma place. Donc, il y a les avantages comme les inconvénients, mais moi, j'y vois pas mal d'avantages. Et de faire son coming out comme vous l'avez fait après Orlando, vous regrettez ou au contraire? Non, pourquoi j'aurais regretté? Non. Non. Donc, vous vous affirmez? Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que, Arthur, vous pourriez vous passer par Instagram? Mais moi, j'adore Instagram. C'est vrai? Ouais. Là, j'étais en Haïti, j'ai fait un très beau voyage, j'ai fait toutes mes... Enfin, comme un journal, sauf qu'au lieu d'écrire, on envoie des photos. Tu peux peut-être m'y mettre, alors. Ils sont aussi en train de me... Mais toi, t'es très visuel aussi, ça t'irait bien. Non, mais c'est vrai que Béatrice, elle est graphiste. Elle voit des choses comme Arthur, ce sont des gens qui mettent en scène des choses, ils mettent en scène parfois même le hasard, ils l'attendent et hop, ils le chopent. Il y a une beauté dans ce qu'ils font. C'est pas une exposition, c'est pas une exhibition.
C'est une écriture, c'est une façon d'écrire. C'est un nouveau langage. Alors c'est vrai que c'est beau comme ça. Moi j'aime bien. Arthur, vous dites que le Canada, c'est ma prise électrique. Le Canada est ma prise électrique. Oui, il a dit ça, Arthur. J'y vais pour reprendre du jus. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, notamment à Montréal, d'où vous venez? Pas en mois de janvier, hein, j'espère. Si, les 3 dernières années, j'ai passé pas mal de temps en janvier, février. Ouais. Et les moins 30 vous font pas peur, quoi? Bah, ça dépend, parce qu'en fait, des fois, quand il fait moins 20, moins 10, on n'a pas trop froid s'il n'y a pas de vent. Après, s'il y a du vent, ouais, là... Ça. Mais artistiquement, qu'est-ce qu'on y trouve? Là, une forme de liberté, parce que c'est vrai que malheureusement, la société française, elle patine, elle se cherche, elle coince, elle grince. Là, à Montréal, en ce moment, il y a une espèce d'état de grâce artistique. C'est une ville qui est ouverte, qui respire. Il y a plein de gens super. C'est une ville qui n'est pas trop chère. On parle français, donc il y a un peu la culture du français, plus l'énergie de l'Amérique. Donc pour moi, c'est encore une ville du futur, Montréal. C'est une ville en train de se rêver, de s'inventer. Puis aussi, c'est une ville qui est très optimiste. Et ça, en tant que Français, ça fait vraiment du bien. Parce que on prend un bain d'optimisme et puis c'est très régénérant. Mais Béatrice, néanmoins, quand on est québécois ou québécoise, il y avait Charlebois la semaine dernière, la France est le passage obligé. C'est un passage qui n'est pas donné à tout le monde, cependant, parce qu'on est beaucoup de chanteurs au Québec. Moi, c'est arrivé, je suis tellement contente parce que je pensais jamais même me rendre en France un jour. C'est arrivé vraiment, encore une fois, par accident. Mais oui, c'est un passage que tu dois te faire. Tu dois aller faire des concerts en France. Tu te dis si ça va fonctionner ou non. Mais quand ça fonctionne, c'est vraiment très, 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 très cool. En fait, on peut continuer à faire de la tournée dans d'autres pays. C'est plutôt pas mal. Oui, on passe à un niveau au-dessus. Oui, c'est ça. On va aux deux ados. Deux ados avec vous, Marc Lavoine, et des réponses du tac au tac. Un travers dont vous aimeriez vous débarrasser? L'égocentrisme. Je suis rancunière. La fainéantise, je sais pas. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureux dans la vie? 10. Magnifique. Ça dépend, mais 9. 10. Oh. Si vous étiez un héros ou une héroïne de fiction, qui seriez-vous? Ou historique? Historique, Angela Davis. Jane Eyre. La critique qui vous a le plus blessé, qui vous a fait du mal? Une critique sur moi que je n'étais pas une bonne mère. Chez quelle personnalité vous aimeriez pouvoir rentrer en loose day en catimini? Je reste très gêné de rentrer comme ça en loose day. Hein. Mais chez Virginie Despentes. Céline Dion. Aucune. Le mot d'amour le plus érotique? Attends. Encore. Et un tue l'amour rédhibitoire? J'ai pas le temps. C'est quoi ton nouveau parfum? Est-ce que vous avez déjà fouillé, regardé dans le portable de votre compagne? Non, jamais. Je sais pas faire ça. Oui. Oui. Rarement, très rarement, exceptionnellement. Votre coin de paradis? Mon intimité. Mon lit. La planète Terre, en général, et plus particulièrement les Landes, les plages désertes des Landes. Si vos enfants vous demandaient une définition de l'amour, qu'est-ce que vous leur répondriez? C'est vous. Il faut regarder en soi. C'est ça. Je les serrerais contre moi. Et si on vous écoutait chanter? D'accord. Vivre ou ne pas vivre, vivre son rêve même à tout prix, à tout donner le jour et la nuit, s'abandonner à l'infini. Vivre ou ne pas vivre, pour la gloire, pour les sous, pour un rêve devenu fou, faut-il y aller à genoux? Vivre ou ne pas vivre, pour cette passion qui nous dévore, ou
peut voir passer la mort, puisqu'elle fait partie du décor. Vivre ou ne pas vivre, Être seul, être là, être enfin face à soi-même. vivre ou ne pas vivre, Être fort, être faible, être encore face à soi-même. vivre ou ne pas vivre, Être nu, être beau, être beau face à soi-même. vivre ou ne pas vivre, Être un jour, une nuit, être en vie face à soi-même. vivre ou ne pas vivre, et renoncer au grand amour, danser sans arrêt toujours, mais rien qui tue. Vivre ou ne pas vivre, le paradis, est-ce l'enfer? Est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Vivre ou ne pas vivre, Être seul, être là, être enfin face à soi-même. vivre ou ne pas vivre, Être fort, être faible, être encore face à soi-même. vivre ou ne pas vivre, Être nu, être beau, être beau face à soi-même. vivre ou ne pas vivre, Être un jour, une nuit, être en vie face à soi-même. vivre ou ne pas vivre. Vivre ou ne pas vivre, oh mon amour, ma raison, à l'affiche et à mon nom. Comment dire oui, comment dire non? Vivre ou ne pas vivre, Dans les poussières de la Seine, ou bien se jeter dans la Seine. à corps perdu, à perdre haleine. Vivre ou ne pas vivre, Être seul, être là, être enfin face à soi-même. vivre ou ne pas vivre, Être fort, être faible, être encore face à soi-même. vivre ou ne pas vivre, Être nu, être beau, être beau face à soi-même. vivre ou ne pas vivre, Être un jour, une nuit, être en vie face à soi-même. vivre ou ne pas vivre. Merci les amis, vous venez me rejoindre, vivre ou ne pas vivre, ça vous l'avez entendu, et c'est tiré de cet album Les Souliers Rouges. Marc, vous allez tout de même pas en rester là, il va y avoir un spectacle, c'est une évidence. Enfin, pour moi c'est une évidence, non Arthur? Bah oui. Ah, C'est un- vous êtes fait c'est un- ça. c'est un Vous êtes disque d'accord, vous êtes ambitieux. partante vous aussi? Oui, peut-être éventuellement. C'est un disque un peu ambitieux, il faut que les gens l'aiment. Déjà, si les gens se l'approprient, peut-être qu'un jour on fera des concerts ensemble. On a des calendriers un peu compliqués Ouais, parce que j'imagine. Béatrice est sur scène tout le temps. Ouais. Arthur est sur Arthur scène est tout à le temps. Manosque. Alors, une lecture musicale, on en profite. Hein. Ouais. Correspondance de Manosque, avec des textes d'Apollinaire, d'Éluard. Voilà, Apollinaire, Georges Bataille, Gerasim Lucas, Breton, Henri Michaud. Il y a même un texte de Jean-Paul Sartre. Il parle des ce qu'il y a en dessous des robes des curés. Ah bon? Ouais. Et ça, c'est le 22 septembre. Et vous serez au Rond-Point aussi Ouais. le 10 octobre. Oui, exactement. Ouais. Et vous Moi, je pars en tournée avec Géraldine Martineau, qui a eu Bien sûr. le Molière de la Révolution, de la révélation féminine. On part jouer le Poisson belge dans toute la France pour 70 ou 75 représentations. Ça a été votre première expérience théâtrale. Hein. Il va y en Voilà. avoir d'autres, j'imagine. Hein. Je sais pas, ça dépend des pièces, ça dépend des sujets, ça dépend aussi des partenaires. C'est tellement important de jouer avec des gens qui vous émerveillent, hein, ce qui est le cas aujourd'hui et ce qui était le cas hier avec Géraldine. Puis après, je vais préparer le film, mettre en scène le film avec Pio Marmaille, avec François Cluzet, Audrey Dana. Donc ça, c'est un gros truc quand Ça, même. c'est une adaptation de votre livre. Ouais.
J'espère faire un disque solo aussi bientôt, partir en tournée également. Bon, vous avez plein de projets, hein, tous les voilà, trois. Et puis j'espère que cette bande originale, ce ballet imaginaire inspirera une chorégraphe ou un chorégraphe. Vous y croyez, évidemment, forcément, non? Oui, forcément. On a mis 7 ans à le faire, on a mis donc 8 ans à se rencontrer sur ce projet. Ouais, on peut attendre quelques années, on n'a pas le temps n'existe pas. Je voulais remercier aussi et saluer Anne Comé. C'est l'artiste qui expose sur le plateau de Thé au Café aujourd'hui. Chaque samedi, chaque dimanche, c'était un nouvel artiste. Elle expose à la galerie Exit, place d'Enfer Rochereau, à Boulogne-Billancourt, et ça jusqu'au 8 octobre. Elle peint de grands paysages, des territoires abstraits dans lesquels s'entremêlent les couleurs, et son nom, c'est Anne Comé. La semaine prochaine, on reçoit Renaud. Alors, je sais que vous avez chanté Mistral gagnant, et vous, mon HLM. C'est marquant d'interpréter les chansons de Renaud? Dans mon HLM, c'était une chanson sentimentale, parce que je l'ai beaucoup écoutée quand j'étais petit, et puis il y a ce côté très très cinématographique, très inspirant, voilà, ça passe du rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Dans mon HLM, le Arthur HLM. Bon, en tout cas, ce sera samedi. Je pense que ce sera une jolie rencontre. J'espère qu'il ira bien. On le retrouvera donc à 10h. Et puis, le lendemain, on sera en compagnie de l'auteur de BD. Vous le connaissez, bien sûr, Johann Sfar. Et puis, il y aura aussi Mathias Malzieu qui viendra, le leader de Dionysos. Voilà. Vous connaissez le programme. Sachez que l'émission, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir en replay sur plus.fr, sur notre chaîne, puisque chaîne Thé au Café YouTube. Et puis aussi, vous pouvez aussi nous retrouver le week-end prochain. Ça nous ferait franchement plaisir. Alors, portez-vous bien. Merci d'être passé sur le plateau Thé au Café. C'était super de vous retrouver tous les trois. Très heureux de vous voir, Catherine. Un Merci joli beaucoup. moment. Bon, vous revenez quand vous voulez. Allez, on se retrouve le week-end prochain. D'ici là, vous passez une très très belle semaine. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. On va faire un petit selfie tous ensemble. D'accord ?